Bonjour Eric. Bonjour. Pour information rapidement, j'ai eu une marraine donc il va arriver un peu en retard. Voilà. Très bien, donc on va sans doute pouvoir débuter. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi, ravi aujourd'hui de vous accueillir pour ce webinaire, donc les clés du mentorat, qui a pour but de vous faire connaître un peu les clés d'un bon parrainage, dirons-nous. Donc, grâce notamment à Laure Gosset, une de nos plus anciennes marraines présentes aujourd'hui et qui a parrainé un bon nombre de filleuls jusqu'à maintenant. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse d'abord un petit tour de table ou tour de visio, dirons-nous, pour vous présenter rapidement et répondre à deux petites questions. Donc, un petit peu voir un peu pour vous qu'est-ce qu'un bon parrainage et également si vous avez des questions précises par rapport à justement le parrainage, qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement précisément. Donc, on va commencer par les personnes qui sont dans ma liste donc déroulante. Donc Anne-Sophie. Bonjour, donc moi je m'appelle Anne-Sophie, je travaille actuellement chez Garlin, je suis basée en Suisse et donc je viens d'intégrer entre guillemets NQT il y a à peu près 3 mois, donc toute nouvelle. J'ai fait un premier parrainage avec une première jeune fille, on est à 6 rendez-vous et en fait je pensais que c'était le bon moment pour intégrer ce type de webinaire pour voilà, apprendre les clés d'un bon mentorat, sachant que pour moi c'est assez clair les premières base qu'on peut avoir avec quelqu'un de parrainé, c'est-à-dire revoir le CV, revoir les candidatures, voilà. Mais au-delà de ça, ce que j'ai besoin actuellement, en fait, c'est vraiment de clés pour pouvoir l'aider, en fait, quand ça fonctionne pas tout de suite, ce qui est pas toujours évident, surtout étant donné la situation actuelle, pour voilà, aller plus loin que ces premières étapes du CV, de l'entretien, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour accompagner la personne, pour la garder motivée et conserver ces partenariats, enfin ces mentorats sur le long terme, au-delà des, voilà, de la première revue, des premiers entretiens. Merci beaucoup Anne-Sophie. Cécile. Oui, bonjour, Cécile Camus, moi je suis DRH à Brest Métropole Habitat. Donc comme Anne-Sophie, moi j'ai intégré NQT au mois de juillet, donc c'est tout nouveau. Je me suis vue affecter un premier filleul qui n'est pas vraiment dans mon domaine d'activité principale. Mais voilà, on s'est déjà rencontrés 2 fois, ça se passe plutôt bien. Après, c'est vrai que ce que je recherche aujourd'hui, c'est des clés plutôt de positionnement parce que voilà, j'essaye d'être assez franche dans mes relations avec lui, mais parfois je me dis jusqu'où je peux aller tout en conservant sa motivation pour donner des conseils adéquats et maintenir sa motivation sur le moyen terme, en tout cas pour l'instant. Voilà, et puis des échanges d'expériences qui sont toujours enrichissantes. Très bien, merci beaucoup Cécile. Ensuite, Samuel. Oui, bonjour à tous. Donc, Samuel Koulibaly. Donc, moi, je suis en charge du développement de CDC Habitat sur la région Bretagne. Donc, je suis aussi tout nouveau chez NQT, donc ça fait 4 mois à peu près. Donc, j'ai un parrain depuis quelques mois. On a déjà fait trois réunions. Et un petit peu comme vous, donc j'ai à peu près saisi toutes les clés, enfin voilà, tous les éléments qu'on peut en base effectivement essayer de mettre en place pour appuyer les filleuls. Mais j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut l'accompagner, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit pas trop faire à la place des filleuls, effectivement, comment se positionner par rapport à lui. Voilà, pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Et puis aujourd'hui, alors je suis sur une personne qui est voilà, vraiment dans le flou en termes d'orientation, en termes enfin voilà, je pense qu'il a fait beaucoup de diplômes, beaucoup de différents essais. À chaque fois, il y a eu beaucoup d'échecs. Donc, pour essayer effectivement de le remotiver, de le mettre un peu sur les rails en termes d'orientation déjà. Merci beaucoup Samuel. Eric. À tous. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis chez NQT, que j'en suis à ma 3e filleule.
J'étais auparavant à la direction renouvellement urbain de Action Logement Service en Île-de-France et j'ai rejoint la DR Normandie d'Action Logement depuis quand d'ailleurs? Depuis le mois de janvier de cette année. Voilà, donc j'ai un besoin, parce que je pense que pour rassurer Anne-Sophie, si c'était nécessaire, des clés du mentorat, on en a besoin tout le temps. D'abord parce que les filles changent, parce que au déroulé du parrainage, les relations se font, se défont, s'intensifient, et les besoins ne sont pas les mêmes, hein, les besoins des filleuls et puis les besoins des parrains non plus. Donc, moi, je reste toujours en questionnement pour essayer d'accompagner au mieux ces jeunes gens. Merci beaucoup, Eric. Alexandre? Ouais, bonjour à tous. Alors du coup, moi c'est Alexandre. Je travaille chez Bouygues, je suis chef de projet application mobile et QA, donc l'assurance qualité mobile au sein d'une équipe en agile. Du coup, moi c'est à peu près les mêmes. Je recherche à peu près les mêmes choses qu'Anne-Sophie sur les clés du mentorat pour savoir comment bien parrainer, du moins mieux parrainer ma filleule que j'ai depuis on va dire 6 mois. C'est une filleule qui a un master, du moins qui cherche un stage de fin de cursus et sur un domaine qui est assez spécifique. Et voilà, c'est trouver la frontière vraiment entre le parrainage et ne pas être à sa place. Être sur cet équilibre-là du bon parrain sans se mettre à sa place et lui donner des billes pour avancer, quoi. Du coup, voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, Nicolas? Bonjour, donc moi je travaille chez Habitat 76, je suis sous-directeur informatique. Je suis inscrit sur MQT depuis la semaine dernière, je crois. Donc je suis là parce que c'est un peu l'inconnu pour moi. J'ai pas encore de filleule qui m'a été attribuée. Mais bon, je me pose en effet des questions sur comment l'accompagner, quelle est la bonne distance, et avoir tous les retours d'expérience que je pourrais avoir seront les bienvenus pour arriver à trouver mes marques dans cet accompagnement. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Tanguy? Bonjour, Tanguy, directeur de territoire chez Habitat 76 également, comme Nicolas, sur la région de Rouen. Alors comme Nicolas, je suis parrain depuis une bonne semaine. Donc je découvre en tout cas le parrainage avec NQT. Alors moi j'en ai déjà fait parrainage ou accompagnement vers le retour à l'emploi dans une autre vie. Donc ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui peut être utilisé à NQT, s'il y a des outils supplémentaires ou aussi des philosophies autres qui peuvent aussi être données ou être partagées. Merci beaucoup, Tanguy. Enfin, Yves et Dominique ensuite. Bonjour, Yves, chez Vinci au Mexom, dans les réseaux électriques. Moi, c'était plus pour écouter un peu ce qui se disait, pour prendre des bonnes idées, pour continuer mon parrainage. Je suis à peu près à 6 rendez-vous avec mon filleul, là. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Yves. Donc, Dominique? Oui, excusez-moi pour le retard. Encore une fois, je termine les réunions plus tard. Moi, je suis directrice clientèle chez Quevilly Habitat, donc dans le logement social près de Rouen. Et j'ai commencé il y a maintenant 3 semaines avec NQT. J'ai un filleul qui m'a été attribué et nous avons déjà fait 3 rendez-vous. Voilà, donc ça se passe plutôt pas mal. Je pense que ça a l'air de lui faire du bien et de l'aider, en tout cas dans ce qu'il me dit. Mais voilà, je suis preneuse pour tout ce qui peut encore l'aider davantage, auquel je ne penserais pas moi-même. Très bien, merci beaucoup. Donc,
Pour clôturer ce tour de table, on va faire un petit tour de l'équipe NQT et de l'intervenant. Donc, en l'occurrence, je vais laisser la parole aux visiteurs en priorité. Donc, Justine, je te laisse te présenter très rapidement. Bonjour à tous, Justine Chouvachine, je suis chargée de projet au sein de l'association NQT depuis 3 ans maintenant et j'interviens notamment sur l'intégration des nouveaux mentors et parrains et marraines. Merci beaucoup Justine. Soufiane? Bonjour à tous, je m'appelle Soufiane et je suis chargé de mission pour la région normande dans tout ce qui concerne le sourcing et la prospection. Et je suis chez NQT depuis bientôt 4 mois. Merci beaucoup. Donc, je vais me présenter avant de laisser la parole à Laure. Donc, je suis Lucas Vermeulen, donc chargé de mission pour la région Bretagne et Normandie depuis maintenant quelques temps. Ça va faire bientôt presque 2 ans que je suis chez NQT. Donc, je suis surtout en charge des parrainages et de la mise en place d'événements, donc des webinaires ou ateliers à destination des jeunes et des mentors. Et je suis également référent auprès des entreprises en Bretagne. Voilà pour la petite présentation en ce qui me concerne. Donc, je vais maintenant laisser la parole à celle qui est tant attendue, en l'occurrence Laure. Bonjour à tous. Merci Lucas pour cette introduction, mais du coup, ça met la barre haute. Je vais me présenter rapidement. Moi, je suis donc Laure Gosset, je suis créatrice d'entreprise. J'ai créé une entreprise de médiation sociale à Rouen, qui existe depuis 10 ans. Bon, on ne va pas faire trop longtemps là-dessus. Toujours est-il que dans le cadre de l'entreprise, on intervient évidemment dans les quartiers prioritaires de la ville. Et donc, quand j'ai rencontré NQT, ça a été une évidence qu'il fallait que je m'investisse à titre bénévole dans cette association. J'ai trépigné jusqu'à ce qu'il y ait une antenne normande qui s'ouvre. Et quand l'antenne s'est ouverte, j'ai été la première à taper à la porte et j'ai toujours la grande fierté de dire que je suis la première marraine normande. Bon, ceci dit, c'est pour la petite boutade. Ça n'a rien de, bien sûr, comment dirais-je, de plus que ça. Pour vous dire qu'en termes, alors on va tout de suite basculer sur le côté marraine. Donc, le côté marraine, je m'étais listé mes petits prénoms préférés. Là, je vous en lis quelques-uns. Zora, Thomas, Chris, Sylvie, Mathilde, Romuald, Arnaud, Elodie, Aruna, etc. Et le etc. aujourd'hui, c'est 18 filleuls accompagnés. Donc, depuis l'entrée en parrainage en 2015. Donc, quelque part, comme on en échange avec NQT, j'arrive un petit peu au bout du chemin, même si j'adore encore faire des parrainages. Mon idée, c'était de transmettre ce que je savais en tant que marraine, ou ce que je pense savoir. On va être très humble, parce qu'il y a 1001 façons d'être parrain ou marraine. Donc, si vous voulez, le travail de l'été, en l'occurrence, ça a été de réfléchir à finalement, si je devais transmettre ce que je sais à des nouveaux parrains et marraines, qu'est-ce que je leur dirais ? Et ça, c'est le travail qui m'a été confié par NQT cet été pour arriver au webinaire d'aujourd'hui. Donc, autant vous dire que l'été a été intense au niveau intellectuel sur le sujet. Et donc, voilà, je vais aujourd'hui essayer de vous présenter des clés de réussite d'un parrainage en vous disant tout simplement que j'en ai listé 7. Et ce que je vous propose de faire, c'est qu'on les déroule une par une et qu'à l'issue de chacune, peut-être vous ajoutiez des choses. Hein. Il y a des parrains qui ont déjà quand même une expérience, donc qui peuvent aussi largement commenter cette clé ou une autre. Donc, à l'issue de chaque clé, peut-être ensemble discuter de sa pertinence et puis aussi de questions que ça pourrait susciter chez vous. Au fur et à mesure du déroulé, je vais essayer de vous donner des trucs et astuces, des choses assez concrètes, le plus concret possible, pour notamment les nouveaux qui se disent « mince, par quelle bout je commence, comment je vais faire, etc. » Voilà, évidemment, vous pouvez m'interrompre. Je pense techniquement que Lucas, vous verrez qui souhaite prendre la parole avec la petite main. Et peut-être on la redistribuera à l'issue de chaque clé parce qu'on est quand même assez nombreux pour le coup. Donc, on peut procéder comme ça, si vous en êtes d'accord. Tout à fait, absolument. Allez. Et bien, du coup, on va partir.
et on va commencer par la première clé. Alors pour moi, c'est la plus importante. Là, je l'ai mise comme plus importante. Elle va peut-être vous surprendre. Mais la première clé, c'est tout simplement l'énergie. L'énergie que vous allez mettre dans votre parrainage. Pourquoi c'est important? Parce que votre filleul, globalement, alors il y a peut-être des exceptions qui confirment la règle, eh ben, il en manque cruellement d'énergie. Il est plutôt abattu par sa situation et il arrive plutôt dans votre bureau en attendant un soutien fort, et je dirais même un soutien très fort, c'est-à-dire quelque chose de presque puissant, et qui fait que quand il sort du bureau, le voilà prêt à manger le monde. Et si vous voulez qu'il sorte du bureau prêt à manger le monde, il n'y a pas 36 solutions, c'est de vous que ça va venir, et de l'énergie que vous allez mettre dans l'échange que vous allez avoir avec lui. Alors ça consiste en quoi? C'est déjà tout simple, c'est avoir soi-même une bonne dose j'ai envie de dire de niaque à chaque rendez-vous. Avoir envie que ça fonctionne, avoir de son côté le maximum d'énergie à donner à ce filleul. Comment est-ce qu'on fait? Alors, je dirais, déjà, quand on a un rendez-vous et qu'on n'est soi-même pas forcément très bien, on n'est pas toujours au top, hein, ça c'est sûr, et bien quand on n'est pas forcément très bien, à la limite, il faut même carrément le décaler le rendez-vous. Et au moment où il arrive, par contre, on est à fond dedans et on s'y consacre, je dirais, pleinement. On peut aussi penser à se motiver soi-même. C'est tout bête, mais on se dit, je suis parrain, marraine chez NQT, finalement, j'ai envie que ça marche. Moi, je sais que je me donne des objectifs. Alors, c'est tout bête, vous direz réflexe de patron, hein, j'en suis une, donc voilà, réflexe de patron. Il n'empêche se dire, tiens, je vais essayer que ce parrainage-là, en 3 mois, il soit bouclé. On se donne un objectif de temps. Le temps court est quelque chose, à mon avis, qui est assez intéressant dans le parrainage, parce que cette relation courte, elle va être justement d'autant plus énergisante et fulgurante qu'elle ne va pas s'éterniser. Donc se dire, voilà, il va rentrer dans mon bureau et dans 3 mois, il faut qu'il soit ressorti avec ce qu'il souhaite, une formation, un CDI, un apprentissage, c'est une bonne chose. Une autre manière de se motiver, alors ça, elle est très personnelle, c'est de se dire, mais finalement, Lucas me dit à chaque entretien téléphonique qu'il y a des jeunes qui attendent. Donc s'il y a des jeunes qui attendent, il faut qu'on aille un peu plus vite que ça. Je dis nous les parrains et marraines. Donc c'est une manière de me motiver et du coup, à chaque rendez-vous, de se fixer un objectif en se disant c'est quoi finalement l'objectif de ce rendez-vous-là avec le filleul? Qu'est-ce que ça lui apporte? Il sort du bureau, l'objectif est rempli et il y en a déjà un autre de prévu pour le rendez-vous suivant, ça on en reparlera. Donc vous voyez quelque chose de très... quelque chose qui se transmet d'hyper positif et d'hyper positif naturellement. Ça c'est sûr. Voilà sur la première clé. Je ne sais pas si ça peut appeler chez vous des commentaires, et éventuellement du vécu aussi de certains parrains, et puis éventuellement des questions. J'entends, alors comme je disais, j'ai même pas encore de filleul. J'entends cette énergie à apporter. Est-ce que ça vous est arrivé d'être dans des situations où en fait la démotivation du filleul est telle qu'on n'est plus dans lui apporter de l'énergie, mais quelque part recadrer parce que ça va plus? Alors oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est arrivé de recadrer parce qu'effectivement, il y a une démotivation. Mais encore une fois, recadrer par le positif, c'est-à-dire en disant, bon, là, on a traversé un creux de vague, on va s'y remettre, on va repartir d'un autre pied. Moi, ça m'a toujours posé question quant à mon propre parrainage. S'il y a un creux de vague, je parle bien du parrainage, c'est que quelque part, la marraine, elle n'a pas été au top. Est-ce qu'elle n'a pas lâché à un certain moment les ateliers, quand je dis ateliers, les travaux qu'il y avait à faire ensemble? Est-ce qu'elle-même n'a pas posé les bonnes questions? Est-ce qu'il ne faut pas qu'elle revoie le parrainage sous un autre angle? À chaque fois, ça m'a beaucoup remis en question. Donc ça, redonner, laisser peut-être un peu de temps à votre filleul en lui disant, écoutez ou écoute, si peut-être le parrainage ne convient pas, peut-être qu'il vaut mieux carrément le stopper et puis voir un autre parrain ou marraine. Ça n'a rien de bien dramatique entre nous. Moi, je crois que ça m'est arrivé une fois.
J'ai d'autres amis parrain-marraine à qui c'est arrivé, c'est pas bien dramatique. Ça n'a pas matché ensemble, ça matchera avec quelqu'un d'autre. Faut pas hésiter, alors là, pour le coup, à revenir vers NQT pour proposer ça, quand on se sent, là, pour le coup, au bout du parrainage, parce que ça ne marche pas. Mais là, il faut arriver au bout du truc. Ça répond à votre question? Ah oui, tout à fait. Merci. Je vous en prie. Peut-être Eric et Alexandre qui voulaient poser une question, il me semble. Oui, moi c'était plus une question, c'est j'ai l'énergie, mais j'ai l'impression plutôt que c'est j'ai l'énergie de donner de l'impulsion à ma filleule pour qu'elle avance, mais par contre, j'ai l'impression qu'elle n'est pas réceptive au fait de rebondir, d'essayer de rebondir en tout cas, de continuer d'avancer, d'essayer de trouver des solutions à sa problématique de stage. D'accord. Alors, le ressenti, quand on a un bon rendez-vous avec un filleul, logiquement, à la fin, nous, on est vidé. Forcément, cette énergie, on l'a transmise. Donc, vous ne vous rendez pas compte du résultat, elle revient, elle s'accroche, c'est donc qu'elle y trouve son compte et c'est donc qu'elle a puisé une certaine énergie en vous. Et c'est à vous de bien faire, là pour le coup, une étanchéité pour qu'elle ne vous renvoie pas le négatif. Là, vous protégez de tout ça, vous continuez, vous, à déverser le positif. Mais elle, forcément, elle est, comment dirais-je, dans un moment où elle ne sait pas très bien comment elle va s'en sortir, comment ça va aboutir, etc. Donc, forcément, elle est plutôt dans le négatif et elle a tendance à ramener tout le temps les choses vers du négatif. Et vous, au contraire, vous ne cessez de batailler en disant « on va y arriver, ça va marcher, etc. etc. » Après, on y viendra dans le déroulé, je pense. Se donner des travaux à faire d'un rendez-vous à l'autre, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est important, et du coup des petits objectifs à remplir, quand bien même au prochain rendez-vous, ce n'est pas décrocher le stage. Au prochain rendez-vous, ça sera peut-être avoir, je ne sais pas, fait 3 lettres de motivation, ou 3 lettres, 3 candidatures en l'occurrence. Vous voyez, et à chaque fois avoir quelque chose à faire, forcément, ça commence à rentrer dans quelque chose où on est aspiré par l'action et non pas par, je dirais, la dépression et le côté sombre de la recherche d'emploi ou de stage. On se met dans l'action. Je ne sais pas si ça marchera avec votre filleule. Bon, il y en a qui sont plus déprimés que d'autres. Hein. Ça, je ne vous le cache pas. Et, ouais. La mienne, elle n'est pas déprimée, mais je pense que, comment dire, un peu comme dans les personnes qui recherchent, elle arrose le marché de CV. Et au tout début, elle m'avait dit, voilà, elle avait envoyé 200 CV pour des stages. Et je trouvais ça assez fou. C'est pas ciblé, c'est pas travaillé à l'offre, quoi. Et bien ça, tout votre travail va consister à lui dire que ça, malheureusement, c'est un gros travail qui n'a servi à rien. Voilà. Et que par contre, maintenant, on va faire des plus petits travaux, c'est-à-dire qu'on y consacrera certainement moins de temps, mais ça sera beaucoup plus travaillé et beaucoup plus ciblé, et donc on va avoir du résultat. Et ça, en ciblant avec elle ce qu'elle cherche comme stage, comme type d'entreprise, etc., petit à petit, on va se fixer des objectifs, on y reviendra là aussi, et crescendo, on arrivera jusqu'à décrocher l'emploi. Mais le premier objectif, moi je dis souvent à mes filleuls, j'anticipe un peu sur ce que je vais dire après, mais le premier objectif pour moi, c'est de décrocher une réponse négative. Alors quand je leur dis ça, ils disent super, l'objectif il est top. Alors là, franchement, bravo. Mais non, parce qu'au début, ils n'ont même pas une réponse négative. Ils n'ont même pas ça. Et le fait aussi psychologiquement de leur dire le jour où vous allez avoir une réponse négative, eh ben, c'est une grande fête, c'est votre premier résultat, bravo, ça fait que la réponse négative, elle passe beaucoup mieux. Aussi. Donc le premier objectif, ça va être sur un truc ciblé, vous avez une réponse négative. Le deuxième objectif, tout de suite après, c'est évidemment d'avoir une réponse positive pour décrocher un entretien. Tout de suite après, bien sûr. Vous voyez ? Mais des objectifs étape par étape, ça les aide pour effectivement, comment dirais-je, faire une démarche plus claire. Ceci étant, là, pour compléter la réponse, vous ne les empêcherez pas de faire leurs erreurs et c'est tant mieux. Je veux dire, elle a fait ses 200 lettres. Elle a vu que ça servait à rien. À la limite, elle ne regrettera pas de ne pas les avoir faites. Voilà.
Par contre, vous allez l'aider et la soutenir psychologiquement, là, pour le coup, en disant, ouais, le boulot que tu as fait, là, bah, effectivement, c'est énorme, mais c'est pas comme ça que ça va marcher. Tu vas voir, on va le faire autrement, ça va marcher. Il n'y aura même pas 200 lettres à faire. Il y en aura moins à faire. Ouais. Voilà. Est-ce que peut-être sur l'énergie, on l'a fait le tour? Moi, j'aurais peut-être ajouté une petite question. Moi, je ne m'inscris pas du tout dans le temps court. Parce qu'en fait, c'est des stagiaires, des jeunes adultes qui ont besoin du temps long. Parce qu'en fait, justement, ils se sont précipités, ils ont fait un peu n'importe quoi, et la déprime est venue derrière, et il faut reconstruire. Donc, en fait, moi, je m'inscris plutôt dans l'année. 3 mois, pour moi, ça passe comme c'est le temps d'un été, et donc il ne se passe pas grand-chose en 3 mois en termes de résultats quantifiables. Moi, je m'inscris plutôt sur 1 an et demi, parce qu'en fait, je me disais, c'est une question, le filleul, il a besoin en fait de gagner en confiance et ensuite d'être accompagné, d'être soutenu. Je pense qu'on dépasse très souvent le cadre purement, on crée un lien d'amitié et les moments qui vont pas. Et du coup, je trouvais important dans ce que vous disiez, c'était les petites tâches, les petits travaux qui permettent de redonner du souffle à notre relation et pas éviter les creux, les trous, les coups de mou qu'on a dans une relation, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Il faut mettre du piment dans une relation pour qu'elle tienne. Donc, avec un filleul ou une filleule, c'est pareil. Et du coup, moi, j'ai trouvé une petite astuce, c'est que au début, on avait un rythme tous les 15 jours de rencontres. On se donnait des tâches, mais c'était du travail de fond, CV, lettre de motivation. On leur a fait faire un book de ce qu'ils avaient déjà fait. Et puis ensuite, je passe à des rythmes 2 fois par semaine. Puis ensuite, plus rien pendant 1 mois, parce que c'est l'été, et que finalement, elle avait envie de faire autre chose. Et puis ensuite, on recrée du lien. Et par rapport à la vision que vous avez, est-ce que vous pensez que qu'il y a un risque à ce que la relation s'inscrive dans le très long terme, ou est-ce qu'au contraire, on s'en fiche un peu et finalement, on accompagne un filleul, il y en a d'autres qui attendent, c'est vrai, mais à nous d'aller chercher d'autres parrains et de ne pas gâcher cette relation. Enfin, je suis un peu dans le doute par rapport à cet objectif de... Moi, les 3 que j'ai eus, là, c'était 3 personnes qui étaient non seulement en difficulté formation, orientation, mais aussi en difficulté psychologique, d'environnement familial, de décrochage familial, de décrochage culturel, loin de leurs origines, des personnes qui sont les 3 ont toutes été étrangères, de culture et de nationalité. Donc en fait, il y a ce temps de la reconstruction, entre guillemets, très long. Je ne dis pas que je suis le seul à le faire, mais c'est tout un ensemble. Et je me disais que finalement, si on passe 1 an et demi avec la personne, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'elle sorte de l'ornière, quoi. Enfin, je sais pas, c'est une interrogation. Oui. Alors, effectivement, je pense qu'on a 2 visions qui doivent être complémentaires de notre parrainage. Moi, je pense qu'on accompagne effectivement le filleul sur un bout de chemin de sa vie professionnelle, en l'occurrence, et parfois un petit peu aussi de sa vie perso, parce que comme vous dites très bien, de temps en temps, il y a des soucis personnels, et en tant que parrain-marraine, il faut quand même qu'on ait à peu près une vision de ce qui se passe de ce côté-là, pour le savoir et pour l'intégrer dans nos attentes, notre attitude, etc. Bon, on ne va pas creuser trop loin le personnel, parce que je pense que ce n'est pas notre boulot. Ça peut être le boulot d'un psy ou de personnes comme ça, mais pas le nôtre. Il n'empêche que de temps en temps, on va quand même un peu voir côté perso, parce qu'il y a peut-être des choses qui clochent de ce côté-là. Ceci dit, cette parenthèse mise à part, le jeune est dans un temps long, ça c'est évident. Je suis entièrement d'accord avec vous, il est en devenir. Il arrive chez nous, il n'a pas figé son orientation, et a fortiori dans nos nouvelles années où finalement on fait plusieurs métiers dans une vie, etc. Ça, il n'y a pas de souci pour moi. Par contre, en tant que marraine, je me dis, j'ai un job à faire
un peu, je dis encore une fois, un peu à l'américaine en disant « mais il faut qu'il ait de positif dans les 3 mois, quoi ». Et que dans les 3 mois, si c'est possible, il ait une proposition d'emploi. Il ait quelque chose qui va le remonter et je dirais le lancer et lui permettre de continuer son temps long. Me dire, je vais accompagner un jeune très longtemps qui va rester du coup au niveau de l'emploi sur le carreau pendant ce temps-là, ça me titille un peu. Maintenant, on peut en débattre, Eric, et puis comme d'hab, on n'est pas obligé d'être d'accord. Hein. Moi, j'ai envie de lui donner ce coup de... ce beau cadeau quoi, d'un résultat qui va arriver dans les 3 mois. Et là, ça va faire l'effet waouh. Il va avoir son contrat qui vaut ce qu'il vaut, qui n'est peut-être pas exactement dans ce qu'il cherchait, qui est peut-être pas, mais qui va, ça y est, l'asseoir, le poser, le temps reprendre sa réflexion de fond et continuer éventuellement l'emploi en question. 6 mois après, il le quitte et puis il va sur sa voie qui est peut-être une voie plus profonde, qu'on ne travaille pas tout de suite. On l'a en tête, ça. Mais on lui dit, allez, on est là pour t'aider à trouver ce premier emploi. Et le premier emploi n'est pas forcément le bon. En soi, moi, ça ne me choque pas plus que ça. Voilà. Alors, parenthèse aussi, bien sûr qu'il y a certains filleuls avec qui j'ai cheminé beaucoup plus longtemps parce que difficultés diverses et variées. Notamment quand vous avez en face de vous, c'est le cas de l'un d'entre vous, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut faire. Là, ça va être forcément plus long. Forcément. Là, en 3 mois, on ne va pas trouver la solution. On va cheminer pour savoir déjà ce qu'il veut faire. Ça va être la première étape. Ou au moins dans quel domaine il veut travailler. Je ne sais pas si ça répond à ce que vous disiez, Eric. Oui, tout à fait, je mesure bien. Moi, quand j'ai fait le temps court, c'est que le parrainage a volé en éclats, donc je m'accroche à celle qui résiste. Non, je plaisante, mais c'est vrai que les filleuls que j'ai pu accompagner étaient tellement éloignés de la posture de trouver. Et la dernière que j'ai, avec qui on a tissé une relation extrêmement nourrie, très riche. On s'appelle 2 fois par semaine. Maintenant, j'ai réduit les durées d'entretien. Hein, c'est 1 demi-heure, comme chez le psy. Au bout d'1 demi-heure, je déclenche la fin de l'entretien pour donner envie et pas passer des heures à s'écouter. Donc voilà, donc avec de séquencer, mais cette question du temps, je ne sais pas si elle est bien prise en compte par les nouveaux parrains. À un moment, elle va interroger, quoi, parce qu'on va dire, mais j'ai passé les 3 mois, où j'en suis, je m'y prends mal. Est-ce que, alors les 3 mois, tout dépend quand ça tombe, ce sont des fins d'études? Est-ce que ce sont des 3 mois qui sont en période de demandeurs d'emploi au chômage? Est-ce que c'est des jeunes qui recommencent leur 2e, 3e master parce qu'ils n'arrivent pas à quitter le monde universitaire? La notion du temps, elle est tellement importante pour nous parrains, parce que ça renvoie au sentiment de l'échec de la mission, quoi, quelque part. Oui, alors à ce moment-là, il ne faut pas retenir les 3 mois. Si c'est ça, il ne faut même pas en parler. N'oubliez pas que je vous l'indiquais, ça, dans l'automotivation du parrain. En se disant, allez, on va le tenter sur un temps court, de façon à ce que notre jeune, dans un temps court, il ait une satisfaction par rapport à ce parrainage, une satisfaction qui soit concrète sur un résultat concret. Voilà. Encore une fois, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. L'idée, c'est que ça aboutisse et que ça fonctionne. Il ne faut pas que ça soit trop long quand même, parce que si c'est trop long, on peut se poser quand même la question, est-ce que là, pour le coup, les échanges sont riches, etc. On est sûr qu'on va vers un but à un moment donné, ou est-ce que, comme vous le dites d'ailleurs, comme chez le psy, vous l'avez dit au téléphone, attention à ne pas devenir le psy de son filleul. Et qui s'appuie considérablement sur vous sans justement agir pour son devenir professionnel. Ça, c'est un piège aussi de l'autre côté, forcément.
Mais évidemment, faire le truc en 2 temps, 3 mouvements, ça n'existe pas, ça. Hein. Il n'y a pas de baguette magique ou autre, on est d'accord là-dessus. Okay. Est-ce qu'on continue peut-être sur les autres clés, si ça vous va à tous? Alors, la deuxième, on en a déjà un peu parlé là, c'est l'empathie, tout simplement. Votre filleul, il a besoin d'être vraiment compris, mais pleinement compris, dans sa recherche d'emploi, et surtout dans les difficultés qu'il traverse. Donc là, on en a échangé. Ça va nécessiter de notre part beaucoup d'écoute. Et je trouve que nos filleuls, alors je me fais la critique, on les écoute jamais assez. On ne prend jamais assez de temps, pour le coup, notamment lors des tout premiers rendez-vous, d'avoir des questions très ouvertes sur qui sont leurs projets, les projets qu'ils ont eus avant, comment ils se projettent beaucoup plus tard, des choses très vastes, de façon à ce qu'on apprenne à bien les connaître et justement qu'on ne fasse pas l'erreur de les catégoriser et de dire dans 3 mois, toi tu deviens ça ou ça. Non, surtout pas. Cette écoute, elle doit être vraiment profonde et intense, surtout au début du parrainage. Et comment la faire? Eh bien, moi j'ai 2 trucs tout bêtes. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'écoute active. Alors nous, en médiation, c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup. L'écoute active consiste à, mais fondamentalement, écouter votre interlocuteur au moment où il parle et à aller attraper un certain nombre de mots, d'expressions, y compris dans sa manière d'être physiquement vis-à-vis de vous, la manière dont il se comporte, etc., pour choper le maximum d'infos, pour essayer de vous faire un portrait le plus objectif de votre filleul, pour partir de quelque chose qui soit juste, et pas de partir à côté en se disant bah, celui-là il est comme ci, comme ça. Bah non, on va l'écouter et le faire reparler et puis tester nos hypothèses. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est dit bah, ce filleul-là il va avoir peut-être des difficultés à l'oral parce qu'il est mal à l'aise, et ben on va tester qu'il ne se met pas à l'aise la prochaine fois, ou pourquoi il n'est pas à l'aise aujourd'hui. Si on le met à l'aise, comment ça se passe? Oui, j'ai pris un exemple comme ça, mais il y en a d'autres. C'est histoire de se dire comment je vais vraiment bien connaître ce filleul-là. Et là, pour le coup, alors là, je suis d'accord qu'il faut se prendre un peu de temps. Moi, le premier rendez-vous, c'est toujours 1h30. C'est long. Et par contre, je leur demande de le préparer. On ne se connaît encore pas. Que je leur ai déjà fait un mail en leur disant, bah voilà, le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous très important où vous allez vous présenter, mais pas comme un entretien d'embauche. Vous présentez face à une marraine qui va vous aider à trouver votre premier emploi ou votre formation, ou votre stage ou que sais-je. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on aura toutes les clés pour bien vous connaître à ce moment-là? Je leur demande de réfléchir avant ce premier rendez-vous à ce qu'ils vont dire. Et ce n'est pas un CV, là, pour le coup. Hein. C'est entre autres un CV s'ils le souhaitent, mais pas que. Et on va, dès le premier rendez-vous aussi, travailler le pourquoi, d'après vous, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Tout de suite. Où sont les premiers freins d'après vous? On va aussi faire un travail, à mon avis, en tant que marraine et recruteur. Vous l'avez en face de vous pour la première fois pendant 1 heure. C'est à peu près le temps d'un entretien d'embauche. Quelle image il vous renvoie tout de suite? Parce qu'après, quand vous le connaîtrez bien, vous n'aurez pas cette image de cette première impression, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on va se garder pour, au moment où on travaillera l'entretien, bah, quand cette personne-là est rentrée dans la pièce, il s'est passé ça, ça, ça et ça. Et on pourra lui dire à ce moment-là. Donc, beaucoup questionner, beaucoup écouter au début du parrainage. Et comme on est dans de l'empathie, on essaye au maximum de se mettre à sa place. Alors là, c'est tout simple. Hein, c'est aussi un truc qu'on fait pas mal en médiation. Il suffit de prendre les données qu'il vous a données et puis vous vous mettez concrètement à sa place. Voilà, ma vie, c'est ça maintenant. Comment je m'en sors avec l'objectif que j'ai? Et je me mets mais vraiment très sincèrement et profondément à la place de mon filleul. Voilà, non, la clé empathie, si vous voulez, on peut là aussi en échanger. Peut-être s'il n'y a pas tout de suite de questions, je reviens à plusieurs d'entre vous qui ont parlé de positionnement. Je trouve que c'est intéressant, ça va avec l'empathie. Autant l'empathie me paraît fondamentale, autant l'amitié, des liens qui se tissent au point de sortir du cadre de parrainage me paraissent glissants.
Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants, ça ne veut pas dire que ce n'est pas chouette d'échanger sur d'autres choses, etc. Mais dans le moment du parrainage, je trouve qu'il faut vraiment rester dans ce cadre-là. Je suis ta marraine, c'est mon filleul. Alors, on peut se tutoyer, on peut se vouvoyer, on peut s'appeler par le prénom. Moi, en général, je les vouvoie et je les appelle par leur prénom. On garde une certaine distance. Et pendant tout ce temps-là, on est dans ce cadre-là. Un petit peu comme on est finalement au travail avec nos collègues, collaborateurs, supérieurs ou autres. On reste dans ce temps-là. Ça n'empêche pas qu'après le parrainage, une fois le parrainage terminé, moi j'en ai certains, alors là pour le coup, quand on se voit, on est heureux de se voir et c'est en dehors du parrainage et les relations ont pu évoluer après. Et dans ce moment-là, je trouve que c'est glissant. Parce qu'on risque de basculer vers justement une relation amicale alors qu'on n'est pas là pour ça à ce moment-là. Voilà. Même si eux aimeraient bien peut-être être un peu plus proches de leur marraine, bah, pour le moment c'est un peu tôt. Ça, c'était une des questions peut-être sur le positionnement par rapport à l'empathie. L'empathie, oui, l'amitié me paraît un peu prématurée. Elle peut venir après, mais là, prématurée. Est-ce qu'il y a peut-être des réactions là-dessus? Non, on va poursuivre alors. On part sur la troisième clé. Elle est plus simple, celle-là. Elle est moins conceptuelle, c'est la disponibilité. Une marraine, un parrain, je trouve, a besoin d'être disponible pour son filleul. Alors pourquoi? Parce qu'il a fondamentalement besoin de vous sur sa recherche. Vous êtes souvent la seule personne qui l'aide dans sa recherche. Donc imaginez bien qu'en étant la seule, si vous n'êtes pas disponible, forcément ça devient compliqué. Donc la disponibilité, elle est tout d'abord très concrète sur l'agenda. Donc, on doit pouvoir lui réserver, lui donner des créneaux, comme je crois Eric le disait, moi j'aime bien travailler tous les 15 jours avec mon filleul, donc tous les 15 jours se rencontrer. Et surtout, je leur dis toujours, s'il y a une urgence, bien évidemment, je trouverai le temps. Je trouverai le temps, alors peut-être pas d'un rendez-vous, mais au moins d'un long échange téléphonique, 20 minutes au téléphone, on peut se dire plein de choses. Et 20 minutes dans une journée, en général, on les trouve. Par exemple, veille d'entretien. Veille d'entretien, le recruteur a appelé le jour même, vous êtes convoqué le lendemain. Mais évidemment que l'entretien va avoir lieu le lendemain, que votre filleul, ce jour-là, il a besoin de vous. Et vous êtes en réunion, vous êtes à ce qu'on veut, vous prenez le quart d'heure qu'il faut pour le remotiver, pour lui rappeler ce qu'on s'était dit dans la préparation de l'entretien, etc., etc. Mais là, la disponibilité, elle me paraît très importante. Alors donc, moi, mon agenda est ouvert, mon portable est donné dès le premier rendez-vous, c'est-à-dire qu'ils ont mon portable, et je leur dis toujours, vous pouvez m'appeler quand vous voulez, quand c'est urgent, mais quand vous voulez. J'ai jamais vu un filleul abuser de ça, jamais. Et quand je leur dis quand ils veulent, du coup, à pratiquement chacun des 18, j'ai eu un coup de fil. Mais c'était le coup de fil où justement, ils avaient besoin d'une réponse immédiate de ma part pour pouvoir se remotiver, notamment au dernier entretien. Ce coup de fil, il vient souvent avant le dernier entretien. On a passé toutes les barrières. C'est le dernier entretien. Ils ont un moment d'interrogation, de gamberge ou quoi. Et c'est là où vous avez le coup de fil à 19h le soir ou en pleine réunion. Et je leur dis toujours, je suis en pleine réunion. Si c'est vous qui appelez, moi, je sors de réunion. Parce que mon filleul, c'est très important. Et là aussi, à nouveau, ça valorise ce qu'ils sont. Leur dire, bah oui, si vous appelez, je dois me libérer et venir vous répondre. Et je vous dis, j'ai jamais vu un filleul qui en a abusé. Alors peut-être qu'un jour, je vais tomber sur un qui va m'appeler tous les 4 matins, mais on sait gérer ça et lui redonner les règles là-dessus. Donc, lui dire que vous êtes, enfin, qu'il est un contact prioritaire, en plus, ça lui redonne une sacrée confiance. Ça a un double effet. Donc voilà, on lui donne ces possibilités-là, et puis après, ça veut dire qu'on s'y tient. C'est-à-dire que le jour où le téléphone sonne effectivement, effectivement, on sort de réunion et on répond au filleul. Voilà. Quitte à lui dire, je suis en réunion, on se rappelle dans un quart d'heure. Hein. C'est bien évident. Il ne s'agit pas de tout arrêter parce qu'il y a un filleul qui appelle. Voilà sur la clé disponibilité. Je ne sais pas si elle interroge certains d'entre vous là-dessus. Non, ce n'est pas une clé qui interroge non plus. On va continuer alors. La quatrième clé, pour moi, c'est le travail. Chercher du travail, c'est un travail. Et donc, il va falloir qu'on bosse, là, pour le coup.
Donc, à chaque rendez-vous, alors, je vais le faire autrement. Je vais vous dire qu'on va faire un cheminement avec le filleul sur le long terme du parrainage, le terme du parrainage. En commençant peut-être, comme on l'a dit, par ce premier rendez-vous, on va essayer de vraiment bien connaître son filleul et tout de suite déceler les freins, alors que lui sent dans sa recherche, mais que vous allez sentir en tant que professionnel sur là où ça coince et là où, de toute évidence, il va falloir travailler. La deuxième étape, ça va être de définir le projet. Alors forcément, définir le projet, pour ceux qui n'en ont pas, ça va être très long. Hein. On en a parlé avec Eric. Quand on ne sait pas très bien où on va, forcément, cette étape-là, elle est longue. Il y en a qui savent dans quel secteur ils veulent aller, quel type de poste ils cherchent. Et puis, vous en avez qui sont ultra précis. Hein. Exemple, la recherche de stage dont on a parlé tout à l'heure, qui est tellement pointue que là, pour le coup, elle est compliquée. Mais on a tous les cas de figure. Donc, on se définit bien le projet, et à partir de ce moment-là, on commence la recherche. Et la recherche, à nouveau, c'est du temps passé à chercher des annonces, à éventuellement faire des candidatures spontanées. Notre premier objectif, comme je vous le disais tout à l'heure, pourquoi pas avoir une réponse négative, ne serait-ce que ça. La deuxième étape, ça va être de décrocher l'entretien. Et là, encore une fois, on se dit, on a franchi une étape. Si on rate cet entretien-là, c'est pas grave, on l'a gagné cette étape. On sait que quand elle va revenir, on regagnera et qu'au final, on va y arriver. Et le dernier objectif, c'est bien sûr de passer toutes les étapes du recrutement et de décrocher le poste. Donc voilà, avec quelques filleuls que ce soit, de toutes les façons, les grandes étapes, elles sont là. Donc on va les travailler étape par étape. Et c'est là où je vous dis, on va avancer sur le déroulé du parrainage. À chaque rendez-vous, moi, je donne plusieurs choses à faire pour le rendez-vous suivant. Et le travail consiste à retravailler ensemble ce qui a été donc préparé pour cette fois-ci. Si c'est tous les 15 jours, ça permet de bien remplir l'agenda du filleul, tout en sachant qu'on ne va pas le faire crouler sous le travail. Moi, je dis toujours à mes filleuls, quand vous avez fait une recherche d'emploi et travailler sur votre recherche pendant une demi-journée par jour, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Par contre, il faut que ça soit efficace sur vos objectifs et ce que vous cherchez à ce moment-là. Et donc, on va travailler ensemble sur ce qu'ils auront préparé. Alors ça, c'est quelque chose qui est bien présent dans vos demandes du démarrage du webinaire, c'était de dire, est-ce que je fais à la place d'eux? Alors ça, jamais. On ne va jamais faire à leur place. Parce que d'abord, on ne peut pas faire à leur place. Il y a des choses qui sont personnelles. Un CV, c'est personnel. Une lettre de motivation, c'est personnel. On va les aider. Comment se structure un CV, comment structure une lettre de motivation, qu'est-ce qu'on met dedans. On va ensuite revoir avec eux le fruit de leur travail la fois d'après, quitte à ce qu'on parte d'un CV catastrophique, d'une lettre de motivation catastrophique, c'est pas gênant. On va retravailler avec eux et on redonnera du travail pour la fois d'après. Voilà, moi je pense que le travail, c'est vraiment une des clés de réussite. Alors, leur travail personnel, comme je vous disais, entre 2 séances, et puis le travail qu'on va faire ensemble sur ce travail personnel à chaque rendez-vous. Voilà, le travail, c'est vraiment important. Je leur dis souvent, quand ils entrent au début dans mon bureau, je leur dis, je vous préviens, on va bosser. Par contre, ça va être efficace, mais on va travailler, oui, effectivement, ensemble, pas mal. Il y a pas mal de boulot. Tout en ayant un mi-temps là-dessus, hein, parce que je vous dis, la recherche d'emploi sur une demi-journée, ça suffit déjà pas mal. Je ne sais pas si cette notion de travail, là encore, peut appeler des réactions. Ah, super. Oui, je voulais vous poser une question, parce que j'ai donc un filleul qui est vraiment dans le flou, qui a eu beaucoup d'échecs, et en essayant de creuser un petit peu, je me suis rendu compte il y avait une relation avec notamment Pôle emploi. Donc, il est suivi par une conseillère Pôle emploi, une psychologue de Pôle emploi, voilà, qui n'était pas forcément simple. Et je me suis permis, alors avec son autorisation, on en a parlé ensemble, effectivement, de les contacter. Et donc, j'ai eu un entretien téléphonique et puis 2 échanges par mail avec son conseiller Pôle emploi. Et je voulais savoir ce que vous... Alors, ça m'a permis de récupérer effectivement des informations aussi peut-être un peu plus objectives, mais je voulais savoir ce que vous en pensiez de cette démarche-là. Est-ce que ça peut être une démarche intéressante? Est-ce que c'est peut-être une erreur? Alors, c'était en toute transparence, hein, bien sûr, avec le filleul. Mais voilà, je voulais avoir un petit peu l'autre
je dirais, l'autre écho, voilà, de l'autre côté, pour savoir effectivement avoir comparer et puis effectivement avoir toutes les informations qu'il m'avait dit, si on était bien effectivement dans le bon chemin. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué ce type d'échange ou voilà, sans vouloir être trop intrusif, quoi. Bien sûr. Alors, la réponse est oui, j'ai déjà pratiqué, mais on va prendre effectivement d'abord par la négative. Je vous disais, il est important que vous ayez un œil complètement neuf sur cette personne qui rentre dans vos bureaux. Donc, au moment de ce premier rendez-vous, qui est un peu comme une première rencontre, je trouve que c'est important de ne pas être pollué par qui que ce soit à ce moment-là et d'être tout seul face à cette personne avec cette écoute active et ses yeux grands ouverts pour dire qui est en face de moi, qu'est-ce qu'il a envie d'être, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qui ne va pas, qui fait qu'il ne le trouve pas, etc. Avec votre perception des choses et votre, je dirais, compréhension, parce que cet œil neuf, il est fondamental, notamment pour positiver l'individu que vous avez en face de vous. Sur quoi on va s'appuyer, sur quoi on va lui redonner confiance en lui, notamment sur ses qualités, etc. Donc ça, c'est à vous d'aller les chercher. Et là, pour le coup, de ne pas avoir l'écho de quiconque qui vous dirait « Ah bah, moi, il a travaillé pour moi, mais ça a été une catastrophe, parce que si, ça. » Voilà. Ou au contraire, qui vous diront « Ah bah, ça a été super, ça. » Et puis là encore, ce n'est qu'une perception des choses, et surtout une perception d'une personne dans un certain cadre. Une fois que vous avez votre vision, qui bien sûr n'est pas arrêtée et pas définitive, mais que vous avez déjà une bonne compréhension de la personne qui est en face de vous, alors là oui, pourquoi pas vous enrichir d'autres points de vue et d'aller chercher peut-être des clés d'explication, notamment là où vous butez vous-même. Comment ça se fait que là, ça n'a pas fonctionné? Est-ce que j'ai pas un coup de fil ou deux que je peux passer? Bien sûr, avec l'accord du filleul, et en reparlant avec lui derrière aussi, c'est-à-dire en rebouclant sur ces entretiens. Voilà une réponse un peu normande, ou disons en 2 temps. Peut-être pas normande, mais en 2 temps. Merci. Dominique va intervenir. Oui, sur cette question du travail, donc en fait, avec mon filleul, on s'est vu 3 fois. On est pour l'instant parti sur un rythme d'1h30. Donc, on a fait 3 séances d'1h30, une fois par semaine, parce que je l'ai senti très motivé dès le départ, moi aussi. Et donc, du coup, on est vraiment parti là-dessus. Le premier rendez-vous, on a vraiment parlé de soi, lui comme moi, vraiment pour qu'on se détende et que en fait, je sentais qu'il était un peu impressionné et je ne voulais pas qu'il y ait cette relation où il n'ose pas se lâcher, dire ce qu'il pensait ou voilà. Sur la deuxième partie, je lui avais demandé de me transmettre une lettre de motivation. Donc, son CV, je le trouvais bien, mais j'ai senti qu'il l'avait beaucoup travaillé. Donc, ça, c'était très bien. On a rajouté quelques petites choses et voilà. La lettre de motivation était très légère et en fait, ce qui est souvent le défaut des lettres de motivation, quelque chose de très évasif et en fait, qui sert pas à grand-chose, en fait, qui n'apporte rien. Donc, je lui ai demandé, comme exercice, donc, je lui demande effectivement de me transmettre des choses entre les rendez-vous, de me transmettre dans les 2 jours qui suivaient une nouvelle lettre de motivation. Je lui ai trouvé une offre qui correspondait à ce qu'il souhaitait et je lui ai dit, voilà, dans les 2 jours, j'aimerais que tu me transmettes une lettre de motivation en me disant, voilà, parce que quand une offre tombe, généralement, il faut être assez réactif. Bon. Et là, en fait, j'avoue être un peu tombée des nues parce qu'en fait, la lettre de motivation était assez catastrophique. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'avait pas fait la première tout seul, je pense. Donc, le travail, en fait, il a envie. Lui souhaite être contrôleur de gestion, donc c'est pas mon poste actuel, mais j'ai été contrôleur de gestion et en fait dans ce métier-là, il faut être carré partout et voilà les fautes d'orthographe, les phrases qui n'ont pas de sens ou il manque des verbes, ça passe pas quoi à l'entretien déjà dès le départ et voilà donc on a beaucoup travaillé là-dessus, je l'ai aidé, mais en fait je pense qu'il faut repartir de beaucoup plus loin que ce que j'imaginais et là en fait je ne sais pas trop par où commencer parce qu'il faut reprendre la base du français, quoi. Oui. Et même dans sa façon de s'exprimer, ça joue aussi. Et forcément, lui, il a envie de décrocher le Saint Graal, le CDI en tant que contrôleur de gestion dans une grosse boîte. Sauf que, en fait, ça colle pas
déjà le premier contact, puis dans l'entretien. Donc, on en a un peu parlé. Je ne lui ai pas affiché les choses telles quelles directement parce que je ne veux pas le rabaisser. Mais je lui ai dit qu'il y avait beaucoup de choses sur lesquelles il fallait qu'on travaille. Et aujourd'hui, sur ce travail-là, je ne sais pas par où commencer. Et s'il faut reprendre les bases du français, quoi. Ouais. Alors, la bonne nouvelle, c'est que visiblement, ça y est, vous avez un tableau assez précis de votre filleule que vous n'aviez pas finalement à l'issue du premier rendez-vous. Là, vous commencez à voir quelque chose qui est beaucoup plus nuancé que ce que vous envisagiez au départ. Donc ça y est, ça commence à être plus clair et on travaillera mieux dans la réalité qu'en imaginant un super filleul qui est immédiatement embauchable en tant que contrôleur de gestion, etc. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que vous commencez à avoir des carences. Donc, des carences sur le français, à l'écrit, à l'oral. Bon, ça, il va falloir en parler tranquillement, tout en dédramatisant, parce que finalement, dans cette génération-là, il n'est pas tout seul. Hein, si je vois mes filleuls et collaborateurs aussi, c'est pas bien dramatique. Aujourd'hui, ça l'aurait été à une autre époque. Aujourd'hui, c'est finalement assez courant. Et il y a pas mal d'outils là-dessus pour l'aider et pour lui dire, tu sais, de toute façon, dans une grande boîte, tu ne pourras pas écrire aux clients, tu ne pourras pas écrire à tes supérieurs si ce n'est pas un minimum correct au niveau grammaire et orthographe. Ça ne passera pas. C'est du savoir-être. Alors là, pour le coup, c'est presque du savoir-être. Alors, il y a les savoirs, grammaire, orthographe, mais c'est presque du savoir-être. Il y a des choses qui vont choquer, comme une jolie personne qui serait mal habillée, quoi, que ce soit un monsieur ou une dame, d'ailleurs. Donc, à partir de là, l'orienter vers des petites applications, il y en a plein maintenant, hein, français, grammaire, orthographe et des trucs un peu sympas. Je ne sais même pas si NQT n'a pas quelque chose là-dessus. Faudrait... Oui, effectivement, oui, voilà. Un outil qui s'appelle Fantastique, qui sert en fait aux jeunes diplômés qui ont des difficultés en grammaire, en orthographe. On a des cours de français et ils y ont accès sur leur espace personnel et de même, ils ont des cours d'anglais avec un outil qui s'appelle Gymglish, qui vient s'adapter à leur niveau de réponse et qui est donc personnalisé. Voilà. Et ça, c'est un outil formidable parce qu'en plus, il est ludique. Hein. Je parle sous votre contrôle, Justine. Fantastique, c'est vraiment pour cette génération-là, pour se remettre à la grammaire et à l'orthographe. Et il va falloir le faire. De toute façon, il n'en fera pas l'économie s'il ne le fait pas maintenant. Quand bien même il décrochera un job, il y a un moment donné où il y a quelqu'un qui va lui dire « Attends, là, il y a un problème. » Donc, voilà. Alors, d'autant que s'il est mûr pour entendre ça en ce moment, profitons-en, il a un peu de temps, il peut en faire un peu tous les jours, et puis voilà. Et puis il progresse, et puis je pense qu'il sera heureux parce qu'on doit être malheureux quand on n'écrit pas bien et on ne parle pas bien. Je pense qu'il doit y avoir une gêne. Du coup, s'il y a une gêne, ça se ressent. Enfin bon, bref, ça complique tout, quoi. Donc, il y a ça. Et sur l'idée de l'écart, alors ça, c'est un grand classique entre ce qu'il voudrait avoir et ce que vous commencez à percevoir en vous disant, mais on est quand même loin du compte. Alors, surtout que vous avez été contrôleuse de gestion, vous savez les attentes du métier. Alors ça, pour l'avoir vécu avec plusieurs filleuls, on ne va pas faire l'économie de l'expérience. Et là, je rejoins Eric, je reprends ses propos. Il va falloir qu'il bute un certain nombre de fois sur le plafond de verre, en l'occurrence, là, pour qu'ils se remettent en question et qu'ils se disent, avant d'être contrôleur de gestion, je vais intégrer un service de contrôle de gestion et puis petit à petit, et je serai contrôleur de gestion peut-être dans 5 ans, peut-être, moi je ne connais pas ce métier, combien de temps il faut pour être contrôleur de gestion et puis compte tenu de son niveau à lui. Mais il va falloir qu'il l'expérimente par lui-même et que là, du coup, vous l'accompagnez parce que forcément, ça veut dire qu'on va prendre quelques revers. Voilà. Mais on ne fera pas l'économie de l'expérience, malheureusement. On ne pourra pas lui dire dans l'absolu. Et si on lui dit dans l'absolu, en plus, ça peut être mal pris. Et du coup, dire, finalement, cette marine-là, elle est pas au niveau, elle ne sait pas, moi, je vais être contrôleur de gestion, quoi. Est-ce que ça vous fait une réponse complète, comme ça, Dominique ? Oui, tout à fait. Ouais. Merci. Je vous en prie. Juste un petit mot, encore une question. Donc, Dominique évoquait la relation au parrainage dans le cadre d'un métier qu'on connaît, connu entre les deux, un point commun. Lorsque on n'a strictement aucune connaissance
du domaine, parce que de ma vie, je n'avais jamais croisé, je la donne en anecdote, mais une analyste des problématiques nippones et coréennes dans les relations institutionnelles. Bien, donc je vois ce que c'est qu'un travail d'analyste, je vois ce que peut être un journaliste analyste. Maintenant, au sein d'un groupe qui développe, vous voyez, d'ailleurs là, on est tous un petit club là, qui tournons autour du logement social et de la construction. Donc là, on est presque un petit club entre nous. Par contre, j'imagine que Lucas, quand il a fait son casting, il a cherché à première vue quelqu'un qui connaissait le japonais, le coréen. Je suis incapable de savoir quel est son niveau de japonais ou de coréen. Donc, il a tapé sur Lambert, mais bon. Mais voilà, on peut être complètement désarmé par rapport à un domaine que l'on ne connaissait pas. Ça pourrait être vétérinaire, accoucheur de veaux. Hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je suis incapable de savoir même comment ça se passe. Donc, là, en l'occurrence, c'est du japonais et du coréen, si possible avec une relation avec les États-Unis. En plus, c'est super pointu. Donc, je m'avoue complètement... je ne peux apporter que ma relation humaine dans réécrire. Alors, je lui ai proposé de faire son CV en coréen et en japonais. Visiblement, ça a l'air complexe parce que déjà rien que le sens de la page, mais bon, c'est déjà des pistes, mais si ça se trouve, ça n'a aucun sens. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que je peux être confronté, malgré toute ma bonne volonté, à une problématique qui est celle d'un autre métier et que je ne soupçonne pas, quoi. Alors, ça, c'est une super question, parce que quand on entre en parrainage, on se dit tout de suite, oh là là, mais pourvu que j'ai quelqu'un qui me parle à peu près de mon métier, etc. Et on n'a à peu près aucune chance que ça arrive, sauf, alors je parle sous le contrôle de l'NQT, peut-être dans certaines filières bien précises, etc. Mais bien souvent, on a quand même des jeunes qui ne sont pas exactement dans notre métier. Alors, moi, je suis journaliste de formation et chef d'entreprise ensuite. J'ai eu 2 vies professionnelles, j'ai eu cette chance. Dans le cadre de mes parrainages, j'en ai eu qu'un qui a collé à ça. Alors là, pour le coup, on a fait un boulot de titan qui voulait créer son entreprise et avec lequel on s'est éclaté. Par contre, j'ai été sans pitié et j'ai été très dure avec lui et très exigeante pour le coup, parce que connaissant les attendus d'une entreprise qui doit réussir, j'ai été c'est peut-être été le parrainage le plus dur que j'ai fait. Il ne m'en veut absolument pas, je vous rassure. C'était pas forcément celui sur lequel j'étais le plus à l'aise, justement, parce que je savais ce qu'il fallait derrière, un peu ce que Dominique disait avec le contrôle de gestion. Elle sait ce qui est attendu derrière, et elle voit son filleul, elle se dit, il y a quand même un gap. Et oui, il y a un gap. S'il est au tout début, c'est normal qu'il y ait un gap. Donc, à la limite, qu'on soit nous aussi dans l'innocence et quelque part la naïveté de dire « mais oui, celui-là, il va être contrôleur de gestion, c'est évident », eh bien, ça va formidablement l'aider. Ça, c'est le point positif. On en revient toujours à ce sujet de la confiance en soi. Moi, je suis persuadée que dans un parrainage, votre apport principal, c'est la confiance que vous allez donner dans votre filiale. Et il a besoin que de ça, que vous connaissiez le secteur ou pas. Je vais vous dire. Et j'ai fait vraiment, alors moi je me promène dans les secteurs, là je suis avec un artiste. Alors vous voyez, une chef d'entreprise et un artiste. La catastrophe que ça pourrait être, c'est tout, on gère. Alors, j'ai trouvé une petite technique là-dessus, puisque à chaque fois j'ai un filleul qui n'a rien à voir avec ce que je fais. Je leur dis, ça tombe bien, moi je ne connais absolument pas votre domaine et votre métier. Donc un des premiers ateliers de travail, ça va être de m'expliquer c'est quoi votre domaine et c'est quoi votre métier. Et vous allez faire des recherches pour me présenter ces 2 aspects-là, mais de façon structurée, de façon présentée, de façon professionnelle. Votre secteur d'activité, c'est quoi? Le métier, c'est quoi? Si c'est quoi le métier, c'est quoi les compétences qui sont attendues? Et il va être, lui, obligé de réintégrer ce qu'il doit faire, son domaine de compétences également, et de retravailler là-dessus de façon à être capable de le reformuler à quelqu'un d'autre. Et bien ça, pour l'entretien, c'est pareil, ça va être quelque chose de très riche, puisqu'il va avoir en face de lui, éventuellement une DRH, qui connaît un peu tous les métiers, mais pas spécifiquement celui-là, et il sera à même
de comprendre les attendus, le secteur. On va commencer à balayer aussi, il y a peut-être des sites dédiés à ce secteur-là. Ah bon, vous allez les voir de temps en temps, les sites, pour voir ce qui se dit là-dessus? Il y a peut-être un journal particulier, moi qui suis une ancienne journaliste, je pense toujours aux journaux. Alors, même un journal numérique, ah bon, vous le lisez de temps en temps? Dans ce journal numérique, il n'y a pas une page emploi des fois. Et on va commencer à tirer des ficelles et à pouvoir travailler. Donc, heureusement, on ne connaît pas le domaine. Moi, à chaque fois, ça me va bien. Même si ça peut donner un peu le vertige au premier parrainage. Ouais. Je vous l'accorde. Ok. Est-ce qu'on est bon sur le travail? Je vois que l'heure tourne. On arrive à 7 clés. Il nous reste 3 clés à voir. Bon, une clé assez facile qui arrive maintenant, c'est la régularité. Donc, je crois que ça coule un peu de source par rapport à ce qu'on s'est dit jusqu'à ici. Il faut avancer rapidement pour avoir des résultats, encore une fois. Des résultats, ça ne veut pas dire qu'on va décrocher le travail de ses rêves. Ça veut dire qu'on va obtenir des retours positifs du monde professionnel. Et des retours surtout, ne serait-ce que des retours, c'est-à-dire pas de l'indifférence, pas ce silence qui les bouffe finalement. Donc, être régulier tous les 15 jours. Alors, moi, je dis tous les 15 jours, mais on peut très bien dire tous les mois. Encore une fois, chacun fait comme il veut. Au-delà de tous les mois, je trouve que ça fait long. Pour quelqu'un qui cherche un travail, qui par définition est un peu esselé, je trouve que 15 jours, j'ai trouvé que c'était pas mal. Un truc auquel j'ai pensé aussi à vous donner, du présentiel. Par pitié, maintenant qu'on peut le faire, du présentiel. C'est des gens qui ont besoin de contact, qui ont besoin de sortir de chez eux aussi. Donc, au maximum du présentiel. Évidemment, quand on a une contrainte, moi, je suis en déplacement la semaine prochaine, de temps en temps, on fait une visio, c'est pas un souci, un coup de fil, etc. Mais on privilégie le présentiel. Et quand on parlait tout à l'heure de l'écoute active et de tous les petits signaux qu'on peut avoir face à quelqu'un, je ne fais pas de dessin, on est tous revenus de la vidéo. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, ce n'est pas du tout la même. Et là, en l'occurrence, votre filleul, j'ai presque envie de vous dire, il faut mettre tous les capteurs au moment où il est dans le bureau pour voir justement où il en est et puis pour essayer de le connaître au mieux. Donc, vous le connaîtrez d'autant mieux qu'il est concrètement et physiquement en face de vous. Voilà. Donc, on s'y tient ensuite à cette régularité, ce qui est très dur je trouve, justement dans les parrainages longs, avec des gens qui ne savent pas où ils veulent aller. C'est ceux-là, hein, les parrainages longs, je trouve. Donc, se tenir à tous les 15 jours, parfois, c'est un peu dur. On se dit, ah non, est-ce qu'on va encore trouver autre chose pour retravailler tel et tel aspect, pour se donner un nouvel objectif? Donc, c'est pour ça aussi que je reviens au début du webinaire en disant, le temps court à ça de sympa, c'est qu'on aura vite trouvé de quoi se donner des échéances et on les aura remplies. Et puis, au bout du compte, on aura trouvé un premier emploi, une première formation qui, au fond, va permettre de sortir de la tête de l'eau et d'avoir une vraie confiance en soi. Parce que alors là, pour voir les filleuls aujourd'hui que j'ai parrainés, et puis n'importe quel jeune employé, nouvellement employé, au bout de 6 mois de CDI, ils ont l'assurance, et quand bien même ça ne marcherait pas, ils sont prêts à aller rechercher un deuxième boulot sans avoir forcément besoin du même soutien. Alors je parle en général, bien sûr. Voilà, sur la régularité, je ne sais pas si ça appelle des questions. Pas forcément. On va continuer par la 6e, c'est les encouragements, la 6e. Votre filleul, il a fondamentalement besoin d'être remotivé, comme on l'a dit tout à l'heure, et pour ça, les encouragements, ça fait du bien. Quand on a un résultat positif, c'est encore mieux, mais quand on n'a pas encore ces premiers résultats positifs, c'est vraiment la persuasion qu'on va y arriver. On est persuadé que ça va marcher, nous en tant que parrains, et du coup, c'est contagieux et il va devenir persuadé. Alors moi, j'ai un argument choc que vous aurez tous dans pas bien longtemps. Je me suis fait un petit tableau avec tous les prénoms de mes filleuls. Et quand au premier rendez-vous, ils arrivent, je mets le tableau sur la table et je dis voilà, il y en a eu 18, là, ça a marché avec 18. Là, ça fait le 19e parrainage, c'est super. Bientôt le 19e. Et là, ça a un poids, tout de suite, ils se disent bon, c'est bon, ça va marcher. Même si moi je doute et je me dis, si je m'isole vraiment du bureau, je me dis j'espère que ça va marcher, bien évidemment. Au pire du pire, on l'a dit au début du webinaire, au
pire du pire, ça ne marche pas, c'est pas bien dramatique, ça va pas matcher avec vous, ça va matcher avec quelqu'un d'autre. Voilà, mais ça va marcher de toutes les façons. Donc, on l'encourage. On est souvent le seul allié de notre filleul. Sa famille, par exemple, sa famille, ses amis, qui peuvent être très aidants, très affectueux, entourant ce filleul, etc., ont toujours cette double, comment dirais-je, casquette. D'un côté, j'encourage, et de l'autre côté, je suis angoissée, j'aimerais bien que ça aboutisse maintenant. Je te refile un peu de stress, quoi. Je prends l'exemple de la maman que je suis par ailleurs. Quand ma gamine elle a eu son entretien d'embauche, je n'étais pas très fière, et là, la marraine était loin, en se disant, je lui refilais quand même un peu de stress, en se disant, pourvu que ça marche, quoi. On est souvent la seule personne neutre là-dedans, et du coup, on est vraiment à même de formuler des encouragements. Donc, ça veut dire, ça consiste en quoi concrètement? Toujours valoriser ce qu'il a fait. Donc, dans toute action qu'il a faite, il y a forcément quelque chose de positif. On disait, par exemple, la lettre de motivation qu'il a été piquée sur Internet. Il a été piqué de lettre de motivation sur Internet, tout le monde le fait, et bien lui dire, elle est pas mal cette lettre. Je ne sais pas si tu as vu, on pourrait chercher le plan de cette lettre. Le plan de cette lettre, on s'aperçoit que dans le premier paragraphe, on parle de ça, dans le deuxième, on parle de ça, dans le troisième, on parle de ça. Ça va nous servir pour ta lettre à toi. Elle est bien, la lettre que tu as trouvée. Vous voyez, toujours retourner les choses de façon positive. Toujours, toujours, toujours. Et dans toute chose, il y a forcément quelque chose de positif. Donc, on le complimente sur son travail. Et alors, dès qu'il y a un résultat positif, alors là, on y va. Alors là, on survalorise le résultat. Parce qu'effectivement, pas trop, mais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dès qu'il y a un résultat positif, la première invitation à un entretien, c'est une fête, quoi, clairement. Quitte à planter l'entretien derrière, c'est pas grave, on a obtenu ça déjà. Donc, on va le réobtenir une prochaine fois. Voilà, sur les encouragements, je ne sais pas si ça, là aussi, ça appelle éventuellement quelques commentaires ou questions. Super, et on va attaquer la dernière, tout simplement. La dernière, c'est la transmission. On est là, je trouve, pour transmettre quelque chose. En tout cas, moi, c'est le sens que je mets dans mon nom de marraine. J'ai envie de transmettre à mes filleuls ce que je sais du monde professionnel. Eux, ils arrivent dedans. Moi, un jour ou l'autre, alors c'est pas tout à fait pour tout de suite, mais je vais en sortir. Et l'idée de leur passer les clés, et toutes les clés que j'ai, me plaît beaucoup. Et eux, ça leur plaît aussi, je peux vous dire. Parce qu'effectivement, leur donner des codes, des bons réflexes dans des situations, commencer à créer leur réseau, etc., leur donner tout un tas de trucs et astuces dans le monde de la vie pro, je trouve que c'est essentiel et qu'avec ces codes-là, forcément, leur recherche d'emploi, elle va être d'autant plus simple. Donc, donner un maximum, en quoi ça consiste? Donner un maximum de clés sur notre monde professionnel et surtout sur la manière de décrocher un travail. Il y a quand même 2-3 trucs et astuces qui sont basiques qu'on peut appliquer quand on est en entretien, quand on fait un CV. Bon, mais ça, on les connaît pour nous, donc on peut les transmettre aux filleuls. Et plus on fait de parrainage, plus on a de trucs et astuces. Voilà. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Alors, ça peut aller de choses un peu complexes à transmettre, sur, je ne sais pas, la relation avec un supérieur hiérarchique, comment on la construit, comment on la maintient, etc. Bon, ça, c'est assez théorique, assez complexe. Ou alors, le tout petit truc, astuce à 3 sous, avant de rentrer en entretien. Vous savez qui est dans la salle, vous êtes renseigné auparavant, vous savez son poste, et comme ça, vous savez à qui vous avez affaire en face. Ça, c'est un truc et astuce à 3 balles, mais ils ne les ont pas. Des petits trucs et astuces comme ça, ils ne les ont pas. Alors pour nous, ça paraît tellement évident, mais en tant que futur parrain et marraine, je peux vous assurer que des fois, vous vous dites, mais il n'y a personne qui leur a appris à chercher un boulot. Non, il n'y a personne qui leur a appris à chercher du boulot. C'est rare, en tout cas. Donc, il y a plein de choses qu'on peut leur transmettre. Donc, à chaque activité qu'on va faire, que ce soit le CV, la préparation à l'entretien, on va nous apporter ce qu'on a appris, nous, de notre propre expérience. Et ça, il ne faut pas oublier de le faire. Souvent, on est trop dans leur démarche à eux. Alors dire, tu sais, moi, quand j'ai fait ça, je l'avais joué comme ci, comme ci, comme ça. Et leur raconter une histoire qui est positive, encore une fois, ça les aide. Leur transmettre le truc qui a marché ce jour-là, ça les aide. Alors moi, je me sers beaucoup moins de mon histoire qui commence à être un peu
un peu anciennes pour le coup et pas forcément intéressantes pour eux. Je me sers beaucoup de ce que j'ai fait avec les autres filleuls, avec eux. Ah, tu sais, j'ai eu un filleul comme ça, et finalement, c'est ça qui s'est passé. Par exemple, j'ai beaucoup à l'issue du cheminement avec eux, on arrive généralement à 2 recherches d'emploi qui aboutissent en même temps. Ça, c'est un grand classique. Et là, alors là, ils perdent pied parce qu'ils n'avaient rien au début et d'un coup, il y en a 2 qui aboutissent. Et donc, je les aide en disant, tu sais, c'est un cas classique qu'on voit avec d'autres filleuls et voilà comment on a fait, voilà comment on a géré le truc. Et ça les aide et aussi de s'identifier aux filleuls précédents. Je trouve que c'est assez intéressant puisqu'ils savent que les filleuls précédents, aujourd'hui, sont en poste. Ça marche bien. Donc, cette transmission, j'en ferai bien la conclusion parce que c'est aussi, en tout cas, moi, c'est ce qui me remplit de bonheur dans ce parrainage. Alors, évidemment, le plus grand bonheur, c'est quand ils m'appellent et qu'ils me disent « ça y est, c'est bon, je l'ai eu ». Ça, évidemment, c'est toujours un très grand moment. Mais l'idée d'avoir transmis quelque chose, c'est fondamental. Et puis, je leur dis toujours, maintenant que je vous ai transmis tout ça, ne l'oubliez pas, et un jour, vous serez parrain ou marraine. Et je peux vous annoncer aujourd'hui avec grande fierté qu'un de mes premiers filleuls va devenir parrain NQT et m'a appelé pour me dire ça et je dois vous dire que j'étais heureuse. Voilà. Voilà pour la présentation en 7 clés et évidemment on peut revenir sur la dernière ou l'avant-dernière ou sur autre chose si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas, c'est le dernier tour de questions. Je crois qu'on est bien. Je vois Dominique qui veut réagir. Oui, c'est. On sent dans votre discours qu'effectivement c'est quelque chose qui est passionnant parce que je pense que si on est là aussi, c'est un peu comme le bénévolat, quoi. Quand on est là pour aider les gens, mais en fait ça nous apporte quelque chose aussi à nous. C'est important de le savoir. Et c'est vrai que la peur que j'avais dans un premier temps, c'est de tourner vite en rond, en fait. Si jamais ça fonctionne pas rapidement dans la période ou dans la dynamique qu'on a encore actuellement dans les débuts, est-ce que je vais trouver les points sur lesquels encore travailler, comme vous dites, et pour garder cette énergie-là? C'est ce qui m'inquiète un peu dans la durée, quoi, du parrainage. Alors, Dominique, de ce que vous nous en avez dit, j'ai trouvé que vous avez été fort dès le début, effectivement. Un rendez-vous d'1h30, si je me souviens bien, toutes les semaines, c'est bien ça? Là, forcément, là, vous vous mettez une certaine pression et c'est peut-être un peu beaucoup, à mon sens en tout cas. Parce que du coup, en plus, vous ne laissez pas suffisamment d'espace pour que le filleul respire. Et vous aussi, j'ai envie de vous dire, vous aussi. 15 jours, on ne sait pas trop pour se dire, ça va être quoi l'objectif suivant et comment on va construire le travail correspondant ensemble, mais moi aussi en tant que marraine en amont. Si vous voulez, toutes les semaines, ça revient vachement vite, hein. Et puis, accessoirement, on a un boulot, des enfants, enfin, on sait ce que c'est. Le bénévolat, c'est toujours en plus. Donc, c'est peut-être un peu beaucoup. Par contre, vous allez pouvoir espacer maintenant. Ça ne vous empêche pas de prendre une autre régularité maintenant, en l'expliquant, hein, en disant on a peut-être été un petit peu vite au début et on va espacer un peu plus. Et puis, là, pour le coup, trouver à chaque fois des nouvelles idées, c'est vrai que c'est notre travail. Et là, ça nécessite souvent une remise en question. C'est-à-dire, OK, alors il veut être contrôleur de gestion. A priori, ça ne va pas le faire. Il faut déjà que j'anticipe la prochaine étape. Et commencer à voir, finalement, la prochaine étape, ça va être quoi? Ça va être un autre poste dans le contrôle de gestion? Ça va être une réorientation? Ça va être quoi? J'en sais rien du tout, je ne connais pas votre filleule. Et commencer déjà à anticiper ce travail, à poser quelques jalons, quelques pistes qui viennent dans sa tête pour qu'il commence à comprendre qu'on va peut-être réorienter la recherche parce qu'on n'aboutira pas. Et comment je vais lui annoncer ça, comment je vais faire ça et comment je vais le faire cheminer là-dessus. Là, vous avez besoin de vos 15 jours entre 2 séances, je pense. Ouais. Ouais. OK. Cécile, vous voulez intervenir?
Ouais, je voulais juste avoir des échanges sur quand la compétence manquante de mon filleul, en l'occurrence, c'est pas du tout le technique, c'est pas du savoir, c'est plutôt du savoir-être. Et moi, je trouve ça assez compliqué. Alors, la dernière fois, justement, j'ai été assez franche avec lui en lui expliquant que voilà, il fallait qu'il donne envie, qu'il soit plus souriant. Mais voilà, j'ai senti que c'était compliqué pour lui de l'entendre aussi. Je ne sais pas s'il y a si vous avez des conseils là-dessus ou sur des exercices pratiques. Donc, moi, je lui ai conseillé de refaire sa présentation en se filmant, tout simplement, avec son smartphone. Ben, voilà, mais ça avait l'air de le bloquer aussi un petit peu. Je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres idées de mise en situation pour travailler le savoir-être en entretien, en fait. D'accord. Alors, on arrive souvent à des questions sensibles dans le parrainage. C'est pas facile, ouais. Alors, il y a le savoir-être, il y a la personnalité des gens, des fois, qui posent problème. Il peut y avoir tout un tas de choses. Et là, il va falloir y aller avec beaucoup de délicatesse. Parce qu'effectivement, on est dans ce moment où ils ne sont pas bien. Donc, voilà. C'est pas le moment de perturber. Il faut pas y aller trop fort, mais en même temps, il faut dire les choses. C'est important aussi de reconnaître que c'est ça qui va pas en fait. C'est pas l'élocution, c'est pas les arguments, c'est juste que voilà, déjà en visio, si on voit ton lit derrière, bon, ça fait pas super dynamique. Après, voilà, c'est aussi donner envie aux recruteurs de travailler, quoi. Mais voilà, là, je trouve ça difficile dans la suite en fait, parce que ça, éventuellement, c'est des retours que j'ai l'habitude de donner dans le cadre de recrutement. Mais là, en fait, en tant que marraine, je dois aller plus loin et lui donner des conseils pour progresser là-dessus. Et là, voilà, je suis un peu à court d'idées, en fait. Alors, la première idée, c'est déjà de bien valoriser tout le reste, encore une fois, en disant, écoute, dans ton cas, c'est quand même formidable. Les savoirs, on les a, le savoir-faire, on l'a. Moi, je pense que là où ça bloque, en tant que marraine, je te le dis, c'est plutôt sur le savoir-être. Donc, finalement, c'est pas grand-chose ce qu'il y a à faire pour passer l'étape ultime qui est de décrocher finalement le job au moment de l'entretien. Il n'y a plus que ça. Donc, rends-toi bien compte que c'est pas grand-chose, quoi. Donc, on va travailler sur ce pas grand-chose. Bon, déjà, on dédramatise pas mal et on revalorise toujours notre filleule, voilà, par ça. Après, moi, j'avais fait une fois, cette question-là, elle m'est arrivée et j'avais fait un truc tout simple. J'avais dit, écoute, on va faire un entretien. En plus, l'entretien avait lieu le lendemain, donc, ou le surlendemain. Il avait décroché vraiment l'entretien pour le poste de ses rêves, ok, et entretien sur le lendemain. Donc, panique à bord, on n'avait pas eu le temps de travailler le savoir-être et je savais que ça allait poser problème, etc. Et j'avais trouvé cette petite astuce toute simple. J'avais dit, écoute, plutôt qu'on fasse un entretien à blanc à tous les deux, moi, je te connais et du coup, je vais poser certaines questions que je t'ai déjà posées. Enfin, bon, bref. Viens donc avec un de tes amis et si tu es d'accord, bien sûr, et si ton ami est d'accord, bien sûr, et on fera l'entretien à deux. Il y aura ton ami et puis il y aura moi, on sera les recruteurs. On va se donner des rôles. On avait fait un jeu de rôle, effectivement, ce jour-là. On va se donner des rôles et puis après, on débriefera. Et puis, on refera 1 ou 2 entretiens derrière. En tout, on en avait fait 3 avec cet ami. Et profitant de cet ami, là, c'était très intéressé, entre le moment où on avait fini le premier entretien et qu'il fallait lui faire une restitution, je m'appuyais beaucoup sur cet ami pour lui faire passer un certain nombre de messages. Et en fin de compte, j'étais passée par un tiers, finalement, pour lui dire attention à ci, attention à ça. Et l'ami était d'accord sur le constat, puisque l'ami, il est à la fois, comment dirais-je, ami, et puis à la fois, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui travaillait et qui disait oui, en entreprise, ça ne va pas passer. Donc, j'avais trouvé cette astuce-là. Tierce personne, ouais. Ouais, tierce personne, ça peut être chez nous, on l'a fait aussi. Alors, je l'ai fait aussi avec la responsable des ressources humaines de mon entreprise, en l'occurrence, quand il y a vraiment des entretiens en jeu où on sait qu'il y aura un RH en face et pas qu'un opérationnel. On se dit, allez, on se fait les entretiens à blanc comme ça. Et elle peut passer d'autres messages, du coup. Ok, merci. De rien. Très bien. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions à ajouter particulièrement. Donc là, on va arriver au terme du webinaire. Je ne sais pas si, Laure, vous avez un élément à ajouter. Enfin, ça fait déjà pas mal de choses. En tout cas, je tiens, au nom de toute l'équipe NQT, à remercier
vous remercier toutes et toutes d'avoir été présents jusqu'à cette heure tardive aujourd'hui pour ce webinaire. Surtout, n'hésitez pas aussi également à nous faire éventuellement vos retours par rapport à ça, si évidemment ça vous a conforté ou apporté des éléments supplémentaires pour votre parrainage. Hein, personnellement, sur ce que j'ai entendu, en tout cas, ça ne peut qu'être bénéfique. Notamment, je pense aussi à ceux qui viennent tout juste d'arriver dans le dispositif, hein, comme ceux d'Habitat 76, par exemple. Merci à tous et toutes. Je vous Lucas, souhaite, je me permets juste un petit mot pour compléter ce que vous venez de dire. On est extrêmement preneur de vos retours sur ce webinaire, parce que de ce webinaire, on va poursuivre une idée qu'on a entreprise pour l'instant à titre expérimental chez NQT, à savoir comment aider les parrains et marraines. Donc, vos critiques seront les bienvenues et ce que vous avez trouvé positif, on va le garder aussi. Mais s'il y a des critiques, n'hésitez pas parce qu'on va s'en enrichir pour la suite de ce projet de mentorat des mentors, si on peut dire. Voilà, donc ça sera avec plaisir. Merci beaucoup, Laure, d'avoir ajouté ce point. Merci à tous et toutes. Je vous souhaite en tout cas une belle soirée et merci encore surtout d'avoir été présents. Merci également. Merci Au revoir. beaucoup. Merci à vous. Merci. À toute Au revoir. l'équipe. Justine, Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Est-ce qu'on peut rester avec Justine, peut-être, le cas ?